Et si vous êtes prête, Sophie Kurkjian, on va tout de suite lancer la conférence. Bonjour à vous, merci beaucoup d'être avec nous dans le cadre de l'Unipop Histoire pour cette conférence sur les femmes de la couture. Donc vous êtes docteur en histoire de l'Université de Paris 1, vous êtes assistante professeur à l'American University of Paris, chercheur accueilli à l'Institut d'histoire du temps présent qui dépend, je crois, du CNRS. Vos recherches portent sur l'histoire de la presse de mode, enfin ont porté notamment sur l'histoire de la presse de mode, fin 19e, début 20e, notamment avec une thèse sur les éditeurs de presse Lucien Vogel et Michel de Brunoff. Vous avez aussi travaillé sur la construction historique du statut de capitale de la mode de Paris, entre 1858 et 1974. Et aujourd'hui, je crois que vos travaux portent notamment sur la question sociale et ouvrière des travailleurs de cette industrie, depuis la fin du 19e jusqu'à la première moitié du 20e siècle. Vous avez été aussi commissaire d'exposition pour une exposition qui s'intitulait Mode et femmes 14-18, qui a, je crois, s'est déroulée en 2017. L'exposition, je crois aussi, a voyagé depuis, à New York notamment, sous un autre titre. Un livre est aussi paru que vous avez signé avec Maud Bass-Kruger, voilà, aux éditions Yale University Press, donc c'est quand même relativement prestigieux. Et puis vous avez aussi participé à la création du réseau de chercheurs et de chercheuses sur la mode, qui s'appelle Culture de mode et qui, je crois, soutenu par le ministère de la Culture. Alors je voulais aussi signaler que vous avez fait paraître vraiment très récemment un livre qui s'appelle Géopolitique de la mode en 2021 aux éditions Le Cavalier Bleu, qui est vraiment une synthèse complète, accessible sur les enjeux actuels de la mode, mais aussi des rappels historiques bienvenus sur la construction de cette industrie, sur l'émergence des différentes capitales de la mode, Paris bien sûr, mais aussi Londres, New York et Milan. Voilà. Et puis, bien sûr, une synthèse sur les questions actuelles, à la fois les enjeux économiques, environnementaux, sociaux de la mode. Voilà, donc je conseille à tous éventuellement de s'intéresser, de commander ce livre qui est pas très long, qui est très clair, très accessible et passionnant. Voilà. Aujourd'hui, ce soir, vous avez choisi un thème qui reste bien sûr dans cette thématique de la mode, mais on est le 8 mars, c'est aussi la journée internationale des droits des femmes, et vous avez choisi de vous intéresser aux femmes de la couture et aussi, d'une certaine manière, à cette face cachée de la couture, ces petites mains, midinettes au début du siècle, artisans, ouvrières, qui ont vraiment œuvré de tout temps à la création, derrière les figures, bien sûr, qu'on connaît tous, des stylistes et des créateurs. Mais voilà, toutes ces personnes, toutes ces femmes qui ont œuvré de tout temps à ces créations et qu'on connaît forcément beaucoup plus mal que les figures médiatiques de la mode. Voilà. Donc, merci beaucoup encore une fois d'être avec nous. Je vous laisse la parole et puis on se retrouvera à la fin de la conférence pour quelques questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation très riche. Merci beaucoup d'avoir acheté mon livre surtout et d'en avoir fait un si beau résumé. Donc oui, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, je vais vous parler des femmes dans la mode, des femmes dans la couture. Et je vais d'abord partager mon PowerPoint. Donc voilà, les femmes de la couture au début du XXe siècle. J'ai restreint la chronologie au début du XXe siècle pour des raisons d'ordre archivistique notamment, car c'est une question tellement vaste, tellement riche, qui mérite beaucoup plus de temps de recherche que je n'ai eu pour l'instant. Donc j'ai restreint l'étude au début du XXe siècle. Alors, je suis partie de ce constat-là, de cette grande question des femmes de la couture, parce que quand on parle des femmes de la couture, qu'on soit spécialiste de mode ou pas, lorsqu'on parle des femmes de la couture, en fait, bien souvent, on parle de celles qui sont restées dans la postérité, celles qui ont été les plus connues, telles que ces trois femmes-là dont je vous présente le portrait sur ce premier slide. Jeanne Lanvin, qui a créé la grande maison de couture Lanvin à la fin du 19e siècle, maison qui existe encore aujourd'hui. On connaît aussi bien sûr Gabrielle Chanel, qui ouvre sa maison pendant la Première Guerre mondiale,
maison qui existe encore aujourd'hui et qu'on connaît tous. Mais aussi, c'est le cas d'Elsa Schiaparelli, que vous voyez ici en 1935, qui a été aussi une très grande figure de la couture. Donc, en fait, c'est un peu les seules femmes dont on se souvient lorsqu'on évoque d'ailleurs les femmes de la couture, car bien souvent, on parle des hommes. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on est le 8 mars, donc c'est un jour qui tombe assez bien pour parler de ce sujet-là, mais même sans forcément faire de la politique, on s'aperçoit en effet que les hommes ont davantage été traités, étudiés par les chercheurs, car bien souvent, c'est eux qui étaient à la tête des business, des entreprises, c'est eux qui ont signé les baux, qui ont signé les actes d'achat des compagnies ou de création de compagnies. Et donc, c'est les noms qu'on a aux archives aujourd'hui. Mais souvent, bien souvent, ils étaient là, ils portaient le nom de l'entreprise, mais derrière, c'était leur femme qui avait eu l'idée et qui développait le business. On a retenu ces noms-là, le nom des femmes, Chanel, Schiaparelli, Lanvin, aussi principalement parce que les femmes de la couture, ces femmes très brillantes qui ont réussi, qui incarnent un certain modèle de réussite au début du XXe siècle, ont été très rapidement, très tôt utilisées comme un outil de soft power. Chanel elle-même est partie à à Hollywood en 1931 avec l'espoir de révolutionner le vestiaire des Américaines. Elle repart aussi aux États-Unis en 1957. Donc, ça a été très tôt des modèles qu'on a exportés. Schiaparelli a fait de nombreuses tournées aux États-Unis pour prouver que la mode française était meilleure que la mode américaine. Mais bien d'autres couturiers masculins et féminins ont donc été utilisés comme ça, comme vitrine de la créativité française. Et bien sûr, pour faire partie de cette vitrine, il était bon d'avoir du succès, d'avoir une certaine élégance. Donc, en gros, ces femmes-là ont été parfaites pour jouer ce rôle-là. On sait aussi qu'au-delà de cette dimension politique, il y a une forte dimension médiatique, que les médias ont aussi joué et toujours d'ailleurs jouent un très grand rôle dans la surmédiatisation de certaines figures, et notamment la figure du créateur. Donc ici, deux exemples, Christian Dior qui fait la une de Paris Match à sa mort, ou Karl Lagerfeld, ou bien d'autres. D'ailleurs, on est en pleine Fashion Week. Les couturiers sont les seuls valorisés pendant et surtout au moment du défilé. C'est eux qu'on voit à la fin, on les remercie, on les applaudit. Et cette image, je trouvais très parlante sur la droite. Et voilà, beaucoup de gens ont écrit. Je n'ai pas trop mis de théorie sur cette présentation, mais on pourrait citer Bourdieu qui a théorisé aussi, vous savez, cette griffe, la magie de la griffe, la magie du nom Dior, la magie du nom Lanvin, qui apposé sur un vêtement rend ce vêtement magnifique, ce vêtement qu'il faut avoir. Donc, c'est encore une problématique qu'on aborde aujourd'hui, comment une griffe peut transformer un vêtement banal en vêtement convoité. Donc, voilà, les médias ont joué un rôle très important. Ils ont sélectionné, et souvent, soit Lanvin, Schiaparelli, Patou ou Poiret, ils ont sélectionné ces figures-là et ils les ont surmédiatisées au détriment d'autres femmes de la couture. Alors, qui sont ces autres femmes? Ce sont les ouvrières. Alors, le terme, bien sûr, est beaucoup moins glamour que directrice artistique, créatrice, styliste, tête pensante, artiste, génie créateur. Alors oui, bien sûr, en effet, c'est peut-être beaucoup moins glamour, mais ce sont ces ouvrières et ces ouvriers, mais aujourd'hui, je me concentrerai sur les ouvrières. Ce sont ces ouvrières qui, finalement, font qu'un défilé peut avoir lieu, font qu'une collection peut exister, puisse être vendue, puisse être commercialisée, être portée. Et ce sont ces femmes-là qu'on a largement oubliées. Donc, deux images qui me semblent importantes parce qu'elles montrent non seulement que ces femmes-là, voilà, elles sont représentées en collectif, donc on ne pourrait pas dire le nom, le prénom, l'âge de cette femme-là, quand on aurait pu le dire pour Chanel, qui est unique sur cette photo. Donc, voilà, toujours représentée dans un collectif, oubliée dans un ensemble de femmes. Et l'autre idée intéressante, c'est cette image de 1920-2018. Donc, en fait, voilà, même combat. On a ces ouvrières-là ont été très importantes dans l'histoire de la mode et le sont toujours autant aujourd'hui. Derrière un Lagerfeld, derrière un couturier, un directeur artistique, se trouvent ces petites mains qu'on voit ici dans la même position, affairées, courbées, ou du moins penchées sur leur travail. Donc la question a été oubliée, la figure a été oubliée, mais c'est paradoxal parce que ces petites mains existent toujours et font toujours la couture aujourd'hui. Malgré, et ça on n'aura pas le temps de l'aborder, mais malgré
les nouvelles technologies, les études le montrent, la main a jamais été aussi, a jamais été aussi prégnante dans la couture, car oui, on a l'imprimante 3D, on a des lasers, on a beaucoup de nouvelles technologies, mais jamais la main, le travail, les métiers d'art, le travail précis des ouvrières n'a été si important dans la mode aujourd'hui. Alors, quelques références historiographiques, bibliographiques. Donc, c'est une figure, je vous disais, moins étudiée, mais elle a été étudiée par des chercheurs qui ont travaillé sur des aspects de cette figure-là. Anne Monjaret, que vous devez connaître sûrement, qui a beaucoup travaillé sur la midinette et sa figure, enfin, la figure de la Catherinette. Donc, plutôt la figure un peu festive, on va en parler, de cette couturière-là. Anaïs Albert a travaillé sur la question de la consommation à travers la midinette, et Johanna Zanon est l'une des seules historiennes à avoir abordé la question de l'ouvrier chez Patou. Alors, si elle ne se focalise pas forcément sur cette question peut-être de genre, elle est l'une des premières à avoir trouvé des archives qui documentent le rôle, la place des ouvrières dans l'atelier, les ateliers de la maison Patou. Alors, cette bibliographie n'est pas exhaustive, hein, loin de là. Il y a d'autres références, mais j'ai un peu subjectivement décidé de vous proposer ces quelques noms-là. Cette question ouvrière, donc pourquoi l'étudier? Parce que voilà, c'est quelque chose qui n'a pas été très étudié, donc pour un historien, c'est toujours une opportunité nouvelle. Mais ce qui est d'autant plus intéressant avec cette question ouvrière, c'est que non seulement, je vous disais, les ouvrières, comme vous le savez mieux que moi, peut-être, sont toujours celles qui font que la mode peut exister aujourd'hui. Donc ça, c'est bien sûr un premier aspect important, mais ce qui est aussi assez intéressant, enfin pas vraiment intéressant, mais en tout cas qui est un peu quelque chose qu'on ne peut pas éviter, c'est que cette question ouvrière, elle a pris depuis 10 ans une tournure totalement différente avec l'essor de la fast fashion, donc un prêt-à-porter accéléré qui produit plus vite et qui donc bien sûr a un impact sur les conditions de production de la mode. Et vous avez tous, à mon avis, vous vous souvenez tous, à mon avis, de l'effondrement de l'usine du Rana Plaza au Bangladesh en 2013. Ce building, en fait, il s'effondre parce que les normes de sécurité n'avaient pas été respectées propriétaires, par les propriétaires de l'usine. Donc, il n'y a pas eu un bombardement. Non, c'est juste parce que le bâtiment était mal conservé, mal protégé, mal sécurisé. Parce que les propriétaires n'ont pas jugé utile de donner à leurs ouvrières et leurs ouvriers un espace décent pour travailler. Les espaces étaient très exigus, certains étages étaient fermés, certains étages étaient fermés à clé pour contrôler les ouvrières, pour savoir ce qu'elles amenaient, ce qu'elles emportaient chez elles, pour pas qu'elles volent des affaires. Les portes étaient fermées de l'extérieur, ce qui explique pourquoi beaucoup de femmes n'ont pas pu sortir et ont préféré se défenestrer de cette usine. Donc, c'est un rappel cruel qui a occasionné plus de 1100 décès. Alors, cet événement a été une onde de choc, mais en fin de compte, si on fait un tout petit peu d'histoire, on réalise que un siècle plus tôt, en 1911, un même phénomène avait eu lieu à New York, là où en fait, on ne parlait pas de fast fashion, mais on parlait de confection, de prêt-à-porter, fait principalement par les immigrés qui arrivaient aux États-Unis. Et on a cet incendie de l'usine du Triangle Shirtwaist à New York qui fait 146 morts, majoritairement des immigrés. Et vous voyez ces images, ça a été aussi bien sûr une onde de choc, moins médiatisée bien sûr pour des questions techniques et technologiques que le Rana Plaza, mais en fin de compte on s'aperçoit en 2 slides que cette histoire, que ce problème ouvrier, que ce problème des conditions ouvrières en fait est déjà là au début du siècle. Alors bien sûr des mesures vont être prises après 1911, on va essayer de sécuriser, mais on s'aperçoit un siècle plus tard que avec les nouvelles conditions imposées par la fast fashion et les délocalisations, la situation est guère meilleure. Dans le cas du Rana Plaza, on a cet effondrement en 2013, mais en fin de compte, ce n'est pas la seule actualité qu'on peut évoquer pour parler des ouvrières toujours. Et
pour parler des ouvrières. On a notamment, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est un peu ces deux polémiques, voire peut-être un peu plus, de messages écrits par des ouvrières de la fast fashion et retrouvés par des consommateurs occidentaux. On a notamment l'exemple d'une étiquette cousue dans le revers d'un vêtement Primark, donc vraiment une marque de fast fashion, qui a été découverte par une consommatrice galloise. Le message dénonçait, comme vous pouvez voir, les conditions de travail de l'atelier où a été confectionné l'habit. Alors, la discussion a porté sur est-ce que c'était un vrai message, est-ce que c'était plutôt une association qui avait voulu mettre la lumière sur les conditions de travail des ouvriers. C'est un peu difficile de trancher là-dessus. En 2017, on a eu ces autres messages trouvés sur des vêtements Zara en Turquie, des messages qui disaient « J'ai fabriqué cet article que vous vous apprêtez à acheter, mais je n'ai toujours pas été payé ». En fait, un sous-traitant turc avait fermé son entreprise sans payer ses ouvrières, et donc ces ouvriers soutenus par une association avaient réussi à faire mettre ces messages que vous voyez sur le slide sur les vêtements Zara. Donc en fait, l'effondrement du Rana Plaza, il n'est pas anonyme, il n'est pas seul, isolé dans ce contexte de la mode du XXIe siècle. Il va avec toutes ces polémiques sur les conditions de travail des ouvrières, sur le travail des enfants, sur les salaires. Et c'est une question qui ne cesse d'alimenter l'actualité. Alors après le Rana Plaza, après ces messages dans les vêtements Zara et Primark, on a une prise de conscience internationale que vous avez sans doute suivie, avec ce grand mouvement de Fashion Revolution et tous ces gens, ces consommateurs, ces occidentaux qui ont montré à travers des campagnes médiatiques très virales « I made your clothes »,« I don't want to die for fashion », so beaucoup de médiatisation, des associations occidentales qui se sont implantées au Bangladesh pour essayer d'aider les entreprises et forcer les sous-traitants à améliorer les conditions de travail. Donc, il y a énormément de choses, énormément de travail d'avocats dessus. Donc, on a l'impression que la question a été prise à bras-le-corps et que les choses vont s'améliorer, en tout cas au Bangladesh, même si, bien sûr, il y a des sous-traitances ailleurs, mais en tout cas, au Bangladesh, c'était quand même là où la situation était le plus catastrophique. Sauf que, voilà, cet été, comme vous l'avez sans doute vu, non seulement durant le coronavirus, des grands groupes de mode ont décidé de ne pas payer leurs sous-traitants au Bangladesh et donc de facto de ne pas payer les ouvrières qui avaient déjà produit la collection, les collections commandées. Parallèlement, on a appris que plusieurs marques de l'industrie de la mode exploitaient des Ouïghours, ou du moins avaient recours aux Ouïghours dans les conditions qu'on connaît, d'esclavage forcé. Donc voilà, la grande question, c'est malgré ce qui s'est passé, malgré les campagnes de médiatisation, la situation est toujours la même. Et moi, c'est un petit peu mon point de départ, c'est comment, en fait, d'où c'est parti, quand ça a commencé, est-ce que c'est récent, est-ce que c'est du fait de la fast fashion qu'on a ces conditions de travail qui sont inhumaines et qui ont beau être dénoncées et qui continuent de se développer telles quelles. Donc, c'est pour ça que moi, ce soir, je vous propose, après cette introduction contexte, de vous parler d'un siècle plus tôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut voir des phénomènes similaires ou est-ce que c'est vraiment du fait de la fast fashion qu'on a cette dégradation des conditions de travail? Donc, je vous propose d'aborder 4 principaux points. D'abord, un petit contexte sur la couturière. Qui est-elle? De qui est-elle le nom? Ensuite, de vous montrer en quoi c'est une figure essentielle du paysage culturel français. Dans un troisième point, parler de son travail, donc des conditions de travail, pour aussi comprendre quelles étaient-elles au début du XXe siècle. Et enfin, les luttes syndicales. On pourrait en faire un parallèle avec les manifestations qu'il y a eu au Bangladesh. Donc voilà, ces 4 points qui vont nous permettre d'aborder plusieurs points, plusieurs questions. Alors, on pourrait aborder beaucoup plus d'autres points, mais c'est une sélection. Donc, d'abord, la question du genre, elle est essentielle. La midinette est d'abord une figure féminine dans l'ombre des hommes, que ce soit les hommes tailleurs ou les hommes couturiers, les hommes grands couturiers. On abordera aussi l'histoire des représentations. La couture française est vraiment au cœur des créations artistiques et culturelles du 1er XXe siècle. Et aussi à l'opposé du monde glamour de la mode. Donc, on a vraiment un jeu des représentations, ce qu'on doit montrer, ce qu'on ne doit pas montrer, l'ombre et la lumière.
On abordera l'histoire du travail, de la protection sociale et enfin, on montrera que le questionnement, il terminera par ce questionnement sur le parallèle qu'on peut faire avec aujourd'hui et le début du XXe siècle. Alors, avant de parler de la midinette, juste 2-3 slides pour vous montrer, pour vous donner un peu le contexte de comment fonctionnait une maison à l'époque. Donc on a, dans quelques là, c'est quelques exemples de maisons de couture qui donnent sur là, vous pouvez voir dans la fenêtre, qui donnent sur la place Vendôme. Donc en fait, la maison de couture, elle fonctionne, elle a il y a une vraie géographie et je vous conseille de lire l'article de Johanna Zanon à cet égard. Il y a une vraie géographie de la maison de couture avec un côté salon qui donne sur la fenêtre, qui donne sur la rue, là où se trouve la cliente lorsqu'elle vient commander, lorsqu'elle vient faire des essayages. La cliente est reçue par la première vendeuse qui lui dévoile les nouvelles créations. Elle revient pour l'essayage où elle rencontre la personne qu'on appelle la première d'atelier, qui seule a accès à la cliente. La cliente n'a jamais accès aux midinettes, ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui sont, elles, reléguées dans l'atelier. Donc, on a la cliente, elle est reçue par une vendeuse, une première d'atelier, qui peuvent être dans ce salon que vous voyez ici, la partie noble de la maison de couture, tout en boiserie, tout en marbre, tout en tapisserie. Mais la cliente s'arrête là. Elle ne va jamais derrière, dans l'atelier où se trouvent les midinettes, les petites mains. Donc, ce que la cliente ne voit jamais, c'est ça, ces ateliers qui sont adossés bien souvent aux maisons de couture. Dans ces ateliers-là, on a une première d'atelier. Donc, il y a vraiment une organisation du travail pyramidale. On a une première d'atelier qui est la chef d'orchestre. Elle sait à peu près tout faire. Elle prend des mesures, elle fait réaliser la toile du modèle, elle encadre les essayages au domicile de la commanditaire. Elle peut être aussi modéliste lorsqu'elle crée des modèles à partir de croquis. Et elle dirige les secondes d'atelier qui, à leur tour, encadrent nos petites mains, nos midinettes. Donc, on a vraiment cette organisation et il y a vraiment des donneuses d'ordre à chaque fois. L'atelier, il occupe une place importante dans les maisons de couture. Il est organisé autour d'un atelier flou pour la réalisation des robes et un atelier qu'on appelle tailleur pour la fabrication des ensembles de pièces. Les maisons de couture ont différents ateliers. Jeanne Lanvin, par exemple, avait des ateliers de broderie, il y a aussi des ateliers de fourrure, il y a des ateliers d'accessoires. Donc, on a énormément d'ateliers différents en fonction des maisons et en fonction des possibilités de la maison. Donc, la midinette, elle évolue vraiment dans cette partie cachée. Et on comprend aussi beaucoup de choses en parlant de cette géographie de la maison de couture. Elle est dans cette partie cachée, on ne la voit jamais. Et c'est maintenant qu'on va aborder cette petite main. Donc, la midinette, donc, ce qui est intéressant tout de suite, c'est que en fait, on parle des midinettes, des ouvrières. Et elles sont vraiment dans l'idée elles rentrent dans une maison et elles vont soutenir la couturière, elles vont soutenir la maison et elles vont un peu oublier leur individualité, leur personnalité. En fait, elles renoncent certaines même à leur identité propre en acceptant de renoncer à leur prénom lorsqu'une employée précédente porte le même prénom qu'elle. Donc, on a cette idée de corporate. On rentre dans une maison, on s'oublie et on travaille pour Chanel, on travaille pour Lanvin. D'ailleurs, c'est sans doute pour ça que noyé dans le collectif, noyé dans une maison, que l'histoire n'a pas retenu leur contribution à la couture et a préféré en ne retenir qu'un sous-titre, qu'un surnom, midinette. Ces midinettes, lorsqu'on regarde la presse de l'époque, en fait, elles ne sont jamais décrites pour elles-mêmes, elles sont toujours comparées à quelque chose, et principalement à de petits animaux frêles, et notamment aux oiseaux. Et on retrouve souvent l'idée qu'elles ont un appétit d'oiseau, qu'elles chantent comme des pinsons et volent en groupe. Par ailleurs, on note que les midinettes empruntent au volatile d'être principalement représentées en ombre, en tourbillon, je cite, en éboulement ou en escouade. Donc vraiment cette idée d'animaux qui volent ensemble, les oiseaux qui volent ensemble dans le ciel. Vous pouvez lire cette citation extraite de La Liberté du 18 août 73 qui évoque tout à fait ça, cette idée de cacter tous ensemble, elles s'échappent comme un vol de perdrix. Donc cette idée, voilà, c'est des petits animaux frêles qui travaillent ensemble, qui vivent par le groupe. Au-delà de son anonymat, une autre image colle à la peau de la midinette, celle d'une jeune femme simple,
souvent naïve, un peu frêle, une petite souris des maisons de couture. Et d'ailleurs, c'est un peu la représentation qu'on a aujourd'hui. Ne fais pas ta midinette, c'est un peu l'idée, oh, fais pas ta petite chose fragile qui a peur de tout, sois un peu plus fort. Donc on a vraiment cette idée aujourd'hui, l'idée a été conservée jusqu'à aujourd'hui. L'une des premières apparitions du mot midinette date de 1873, donc dans l'extrait que je vous ai mis ici, dans le journal La Liberté. Et à cette époque, quand le nom apparaît, le mot apparaît, il fait concurrence au mot grisette, qui depuis 1660 désigne une jeune fille coquette issue d'un milieu modeste, ouvrière d'une maison de couture. Donc on a cette idée, on parle d'abord de la grisette. Alfred de Musset, en 1843, lui consacre le personnage de Mimi Pinson, dans Mimi Pinson, profil de grisette. Et la grisette, jusqu'au XIXe siècle, devient vraiment cette figure de la parisienne qui travaille dans la couture, qui est toujours élégante, toujours coquette. Donc c'est en 1873 que le journal La Liberté explique, je cite, qu'il est temps de rebaptiser la grisette, appelons-la midinette, non pas pour aller chercher midi à 14 heures, mais pour évoquer midi sonnant. La formule midi sonnant que je viens de vous lire est importante car pour comprendre l'appellation midinette, car les ouvrières disposaient de 60 minutes pour déjeuner. Et comme l'écrit le journal, au premier coup de la 12e heure, au coucou de l'atelier ou à l'œil de bœuf de l'arrière-magasin, les midinettes arrêtent le point commencé et d'un bond sont à la porte. Donc elles doivent manger très rapidement, donc une dinette, sur l'heure de midi. D'où le mot midinette. Elles font une dinette à midi. Pour les petites mains, ce moment du repas, on reviendra dessus, est très important. C'est un moment de liberté, hors de l'atelier, sans première d'atelier ou couturière qui donne des ordres. Un vrai moment de liberté dans les rues, et on le verra à d'autres occasions. La rue est vraiment le terrain de jeu, de l'ouvrière. Cette midinette, elle apparaît à la fin du XIXe siècle dans les dictionnaires, et parallèlement, elle va être l'objet de plusieurs œuvres culturelles et artistiques qui témoignent vraiment de l'importance à la fois symbolique, culturelle de cette figure. Et en fait, c'est vraiment une figure qui va forger l'imaginaire des Parisiens et même des étrangers, car elle est commentée dans la presse européenne, mondiale même. Donc on a notamment, donc elle fait l'objet de plusieurs œuvres, et notamment des publicitaires, des peintres, notamment Jean Béraud avec les midinettes, l'arrivée des midinettes en 1901, Isaac Israël, Isaac Israël en 1900 avec midinette sur la place Vendôme, Edgar Schein avec midinette en 1904, Théophile Steinlein, la sortie des midinettes en 1907, et j'en oublie, c'est vraiment qu'une sélection. Bien sûr, on trouve des articles sur les midinettes dans la presse féminine, la presse de mode, la presse féministe, la presse quotidienne, et ce qui est peut-être un peu plus intéressant, dans la presse de gauche et notamment la presse communiste. L'Humanité parle beaucoup des midinettes, c'est ce qui nous permet, nous, aujourd'hui, de connaître leur salaire, de savoir quelles étaient leurs conditions de travail. Donc, vraiment des articles très récurrents. Le magazine communiste Regard, en 1934, à partir de 1932, va aussi, de manière récurrente, publier des reportages photographiques, ce qui est assez incroyable, sur les midinettes. Mais au-delà de la presse, la midinette fait aussi l'objet, elle a son propre journal de 1926 à 1939 qui s'appelle, bien sûr, Midinette. La midinette fait l'objet de nombreux romans, comme celui-ci de Gustave Le Rouge en 1935. Elle fait l'objet de films, comme le roman de la midinette de Louis Feuillade en 1915, mais vraiment de nombreux autres films que je n'ai pas le temps de citer aujourd'hui. Le midinette de René Herville en 1917. Elle fait l'objet de chansons. Si j'étais midinette, ah tais-toi en 1916. Je vous ai mis les paroles si vous avez l'envie de les apprendre. Elle fait aussi l'objet de parfums. Midinette de parfum de Le Sourd en 1910. De cartes postales, on a des séries entières de cartes postales sur la midinette, plus ou moins érotiques d'ailleurs, parce qu'on a aussi cet aspect sexuel, très érotisé de la midinette que je n'ai pas encore abordé. Et de manière aussi intéressante, des étiquettes publicitaires, et notamment
des étiquettes pour du chocolat, toujours cette midinette qui est dans la rue de Paris. Et on reconnaît bien sûr derrière la colonne Maurice ou des éléments qui permettent de dire qu'on est bien à Paris. Donc cette midinette, elle est partout et jusqu'à milieu du XXe siècle, ces illustrations sont partout et touchent différents publics, la femme, mais aussi les enfants, les consommateurs de chocolat, ceux qui vont à l'opéra, ceux qui vont au théâtre. Donc c'est quelque chose quand même qui n'est pas... on parle toujours des représentations, on dit que Paris, il ne faut pas prendre Paris comme la simple échelle, il faut aller au-delà. Mais là, ces représentations, elles sont quand même très généralisées et elles ne sont pas que parisiennes, elles vont au-delà de Paris. Au-delà de ces représentations, ce qui nous intéresse, c'est la question du travail. En tout cas, ce qui m'intéresse, et j'espère que ça vous intéresse, la question du travail des ouvrières. Donc, les midinettes, ce sont les ouvrières qui sont donc employées dans les maisons de couture parisiennes. Elles sont aux alentours de 20 000 à Paris au début du XXe siècle. Et on décompte dans ces 20 000 ouvrières 10 000 modistes et 10 000 couturières. À titre d'exemple, et les chiffres sont un peu difficiles à croiser, à titre d'exemple, en 1917, en pleine guerre, les Sœurs Callot, qui est une importante maison de couture, emploient 378 ouvrières. Jeanne Lanvin emploie 370 ouvrières, Paquin 220 et Chéruit 120. Les midinettes, elles évoluent pour leur journée de travail entre les 4 étoiles que je vous ai mis sur le slide, entre Opéra, Concorde, Châtelet et le Sentier. Et on a vraiment ce rectangle, et c'est vraiment le quartier où se localisent les maisons de couture, les ateliers. Et donc, c'est vraiment la géographie qu'elles vont occuper pour leur journée de travail et pour leur heure de repas. On a une géographie, bon, je n'ai pas le temps de détailler, mais une géographie intéressante. Les couturières du Sentier, donc plus en haut sur la droite, elles sont en majorité brodeuses, plumassières, fleuristes. Celles qui vont travailler rue de Rivoli, avenue de l'Opéra, rue Royale, sont davantage couturières. Donc, c'est vraiment leur lieu, leur géographie. Au début du XXe siècle, comment devient-on midinette? Donc, en fait, les petites mains, elles apprennent à couper, à tailler, à coudre chez elles pour la plus grande partie. Elles suivent les conseils de leurs parents, d'un ami ou d'une ouvrière, d'une voisine. Celles qui peuvent vont chez une couturière qui leur apprend les éléments de base. D'autres qui ont la chance, qui peuvent se le permettre, ont la chance d'aller dans des écoles professionnelles où elles peuvent passer jusqu'à 4 ans de formation. Donc, je vous ai mis quelques illustrations. Il y a beaucoup d'écoles de couture, beaucoup d'écoles de coupe. Et donc, elles peuvent y passer jusqu'à 4 ans pour apprendre différentes techniques. L'apprentissage, de manière générale, il dure 2 ans et elle accueille des jeunes femmes qui ont entre 12 et 13 ans. Elles commencent une formation pour la somme de 0 francs 50, puis 1 franc, puis 1 franc 50, lorsqu'elles vont gravir les échelons dans l'école. À l'issue de ces 2 ans, ou 4 pour celles qui peuvent se le permettre, à l'issue de cet apprentissage de 2 ans, elles savent, selon Georges Rénal dans un article de presse, rabattre les coutures, poser les baleines, un travail, dit-elle, sans initiative. Donc plutôt quelque chose de très basique, coudre, couper et rabattre et poser des baleines. Et au bout de 2 ans, on estime qu'elles peuvent demander un salaire de 2 francs par jour. Donc, autre image d'école professionnelle de la couture. Donc, ça, c'est l'école Émile Dubois. Et vous voyez, en fonction, il y a différentes possibilités, en fait. Il y a l'atelier pour devenir brodeuse, il y a l'atelier des modes, et il y a vous pouvez avoir une formation assez adaptée à ce que vous voulez faire après et surtout adaptée à votre porte-monnaie. Pour intégrer une grande maison, parce que là, aujourd'hui, je parle des grandes maisons, mais il y a aussi des maisons plus petites. Il y a après les maisons de confection. Donc là, on est vraiment sur les grandes maisons de couture. Pour intégrer une grande maison, cet apprentissage de 2 ans ne suffit pas. Il faut que ces ouvrières se spécialisent, qu'elles soient spécialistes du corsage, qu'elles deviennent jupières, garnisseuses et qu'elles aient une spécificité pour ensuite avoir quelque chose à offrir à la maison de couture. Donc, elles peuvent suivre des formations plus spécifiques pour être, par exemple, ouvrière du plissé, ouvrière des nœuds, et pour avoir des compétences beaucoup plus précises et techniques. Et à l'issue de cette spécialisation,
on estime que la couturière, et la presse parle de réelles midinettes, des gens qui ont vraiment essayé de se spécialiser pour intégrer une maison de couture. Cette midinette-là peut gagner entre 4 et 6 francs, donc beaucoup plus entre 2 et 3 fois plus une midinette bas de gamme, entre guillemets. Ça, c'est le salaire pour la petite main qui rentre dans une maison de couture, qui va travailler dans l'atelier. Pour celles qui de petites mains passent à première d'atelier, elles peuvent gagner jusqu'à 10 francs par jour. Parce que plus de responsabilités, plus de tâches et surtout beaucoup plus de gestion d'équipe. Donc, leur salaire augmente avec ce nouveau statut. Donc, on a des salaires différents, bien sûr, entre les premières d'atelier, mais aussi une certaine aura qui est différente entre celle qui est première d'atelier et celle qui est seconde d'atelier. On a aussi des rivalités, des différences de statut entre les midinettes des grandes maisons de couture, Lanvin, Paquin, et celles des maisons de couture moins importantes. Et ce qu'on note aussi, c'est que les ouvrières qui travaillent dans les maisons de couture connues, célèbres, ont une plus grande stabilité professionnelle que celles qui travaillent dans les maisons de couture moyennes, voire petites. Et d'ailleurs, on voit beaucoup dans la presse des annonces des annonces d'emploi à la journée. Et donc, quand on n'est pas dans une maison Lanvin, Paquin, avec un contrat stable, on intègre des maisons de couture à la journée, à la semaine, au mois. Et donc, la situation est beaucoup, beaucoup moins stable. Concrètement, leur travail, donc les journées des ouvrières commencent à 9 heures et se terminent à 20 heures. Et comme vous le savez, elles ont 1 heure pour déjeuner et elles ont un quart d'heure pour goûter. Lorsque les maisons Lanvin, Paquin, Poiret, Patou sont sur le point de présenter leur nouvelle collection, l'ancêtre de la Fashion Week, ces couturières, ces midinettes, peuvent rester jusqu'à 23 heures pour achever les modèles. Quelques images, parce que c'est comme vous pouvez vous en douter, il y a très peu d'archives sur ces zones d'ombre des maisons de couture, ces ateliers, mais quelques images qui sont assez intéressantes. Donc ça, une première image des employés de Lucien Lelong en 1938, Maison Lelong toujours en 1946. Mais en fait, j'ai choisi ces images pour une chose, il y aurait plein de choses à dire, mais parce qu'on voit très bien qu'elles sont dans des petits espaces plutôt exigus, elles sont très nombreuses et les conditions de travail sont un peu les mêmes qu'aujourd'hui nos ouvrières du Bangladesh. Voilà, c'est très physique et les conditions de travail ne sont pas forcément très bonnes. Christian Dior en 1953, et la légende de cette photographie indique les ateliers sont surpeuplés par 800 couturières. L'extension au bâtiment adjacent prévue par la maison de couture en 1953 est ralentie par le ministère de l'Économie. Et donc, les couturières sont obligées de travailler dans des conditions qui ne sont pas évidentes. Et on le voit, elles sont très nombreuses autour des tables et très peu de lumière. Elles sont à 3 autour d'une lumière. Or, on sait que pour faire des travails de couture, on a besoin d'espace et de lumière. Donc, ces photographies montrent ça. Même chose là, à Atelier Christian Dior en 1947. Beaucoup de monde dans des espaces très petits. À l'opposé de cet espace fermé, exigu, on a, je vous disais, les rues de Paris. Les rues de Paris, notamment au moment du déjeuner, c'est le moment où elles s'échappent. On a vraiment cette idée de l'espace confiné, l'espace au grand air, l'espace à l'ombre, l'espace à la lumière naturelle. Et on a quelques images où on voit ces femmes qui ont 1 heure, pas plus, pour déjeuner. Et on les voit manger souvent un sandwich, souvent, comme on dit, quelque chose qui ne coûte pas beaucoup, pas très cher. Et elles mangent ensemble dans les parcs. C'est le moment où on se retrouve et on discute ensemble de sa vie et de son travail. Au-delà du moment pour déjeuner, on a toujours ces images les plus connues pour aller au travail et pour en sortir. Ces femmes qui sont photographiées ou mises en carte postale, donc ce qui veut dire ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que ceux qui ont pris ces photos veulent montrer quelque chose, notamment qu'elles sont nombreuses, que c'est un peu la force des femmes réunies à la sortie des maisons de couture. Donc on a ces femmes qui prennent possession de la rue quand elles arrivent au travail, parce qu'elles y vont ensemble, ou quand elles rentrent chez elles à la fin de la journée. Cette autre carte postale, la rue de la Paix, sortie des ateliers de couture au début du 19e siècle.
20e siècle, pardon, et on voit c'est la maison Paquin, que vous pouvez lire le nom ici, et les femmes qui sont en bas sont les ouvrières qui arrivent ou qui sortent de la maison de couture. Autre image de ces ouvrières ensemble qui rentrent après leur journée de travail, les ouvrières de Jean Patou en 1925. Cette photographie que je trouve qui est assez connue, je pense, devanture de la maison Paquin, mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant de vous montrer le verso de cette carte postale où on lit, c'est une couturière de la maison Paquin qui l'envoie à une de ses amies, et elle écrit: « Quant à moi, je suis toujours très pressée à l'atelier, je veille souvent, je ne prends pas le temps de t'écrire une lettre. Nous sommes prises en photo devant la maison où l'on travaille toutes les deux. » Elle parle de son amie Juliette. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle explique qu'elle veille souvent et qu'elle n'a pas le temps d'écrire et de faire autre chose parce que le travail lui prend tout son temps. Donc, je trouvais que c'était très à la fois émouvant et ça nous permettait de faire un peu de la micro-histoire en ayant une couturière qui parle de sa condition et de son travail. Alors, si les ouvrières travaillent au centre de Paris, elles habitent dans le nord de Paris et on estime qu'elles habitent donc vers Montmartre, vers Belleville, et qu'en fait, il y a vraiment cette idée aussi de géographie, c'est qu'elles travaillent dans le nord de Paris, elles sont issues des classes populaires, elles vivent dans des quartiers plus populaires du nord de Paris, souvent dans des chambres sous les toits, et elles descendent dans le cœur de la capitale pour venir travailler. Donc, il y a aussi cette idée, on sort de l'atelier pour aller dans la maison, on sort de ces quartiers populaires pour aller dans les quartiers qui font office de vitrine créative de la capitale. Et une affiche de film et une couverture de roman qui montrent bien ça, qu'elles vivent dans des quartiers populaires dans le nord de Paris et surtout qu'elles vivent sous les toits et souvent dans des chambres de service ou des chambres de bonne, à l'opposé des belles maisons de couture. Autre point intéressant, c'est qu'on a ce côté de travail très prégnant et mais on a quand même quelques moments où la midinette peut faire autre chose que le travail. Et c'est très important parce c'est là où elle se sociabilise, où elle rencontre des gens, ou aussi, étant donné qu'elle n'est pas mariée, qu'elle est seule, elle n'a pas d'enfants, elle peut aussi rencontrer, se faire des amis et se reconstituer une sorte de famille lorsqu'elles viennent de loin ou lorsqu'elles sont provinciales et travaillent à Paris. Donc, quelques images que je trouve d'abord sur la Sainte-Catherine, je ne vais peut-être pas revenir dessus, mais vous savez, la Sainte-Catherine, c'est la fête des midinettes. Tous les 25 novembre, les midinettes de 25 ans qui ne sont pas mariées revêtent un chapeau et recherchent un mari. On fête toujours la Sainte-Catherine aujourd'hui, et particulièrement dans les maisons de mode, la Sainte-Catherine est très importante. Sainte-Catherine, c'était la patronne des couturières qui qui protégeait les jeunes filles. Donc, chaque année, les midinettes rendent hommage à leur sainte, à leur patronne. Donc, et chaque année, les maisons de couture font une fête autour du couturier et des ouvrières. Donc ici, on a Lucien Lelong en 1920. Ici, on a Elsa Schiaparelli à New York en 1938. Ici, on a Jean Patou en 1932, qui, voilà, c'est toujours l'occasion d'un repas, d'une fête et d'un repas, et de port de chapeau assez particulier. Et une tradition qui perdure aujourd'hui, on a toujours ces Catherinettes, mais on a aussi le Nicolas, qui est arrivé, je crois, en 2016. L'idée étant qu'il fallait être moins sexiste et valoriser à la fois les femmes célibataires, mais aussi les hommes célibataires. Et encore aujourd'hui, les Catherinettes des maisons de couture se réunissent à l'hôtel de ville, défilent dans des tenues de leur maison et ornées du chapeau de leur maison. Et c'est toujours un moment de fête, un moment très social et très important pour la couture. Au-delà des Catherinettes qu'on connaît peut-être un peu plus, il y a d'autres événements auxquels participent les midinettes. Donc, on sait qu'elles vont dans les bals beaucoup, qu'elles vont au cinéma, on lit dans la presse qu'elles se rendent au musée du Louvre, au parc du Luxembourg. Et un événement qui a eu lieu en 1903, qui est assez intéressant, enfin en tout cas assez enrichissant, c'est la marche des midinettes. En 1903, le journal Le Monde Sportif décide d'organiser une course de Paris à Nanterre pour les midinettes, pour leur donner de la visibilité, pour leur permettre de faire du sport, de montrer qui elles sont, qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Donc, en fait, on a une course organisée par le journal. Donc là, vous voyez, c'est avant la course, on lui met un dossard. Et les journaux vont faire, pendant toute cette course-là, vont
parler, raconter ce qui s'est passé, qu'est-ce que les femmes ont pu faire, leurs prouesses sportives. Donc on a plusieurs articles tels que, «Songez qu'elles seront plus de 2 500 demain à filer d'un pas allègre vers Nanterre, 2 500, l'effectif de 2 régiments d'infanterie, l'animation la plus vive règne dans le monde de la couture et de la mode». Hem Et c'est un moment très festif ou très populaire aussi, et on voit, ces midinettes aussi très contentes, peut-être très fières de participer pour une fois à un événement sportif. Elles dansent, pour celles qui arrivent les premières en 1903 à Nanterre. Hem Le Gaulois, le journal Le Gaulois, lui, va, bien sûr déplorer qu'elles sont trop nombreuses, que les midinettes n'ont apporté aucune originalité à leur costume. Il dit: «Toutes ou presque toutes sont en cycliste, jupe ou culotte, coiffées de bérets ou de photos». Hem Et il trouve qu'elles n'ont pas du tout fait honneur à leur profession. Car il y a vraiment cette idée que les midinettes sont vraiment enfermées dans leur profession. Elles ne sont que leur profession, elles ne sont pas autre chose. Et cette, marche du 1903, montre que ce n'est pas le cas et qu'elles peuvent être, totalement autre chose que ça. Donc une autre marche des midinettes, en 1910, voilà, quelques années plus tard, le même principe de course dans Paris. Une plus tard en 1925, donc là, elles courent avec leur chapeau, enfin leur boîte où était sans doute le chapeau. Et voilà, 2 autres types d'archives pour vous montrer que ça a été quand même bien médiatisé, notamment, en une, du Petit Journal. Lié à la question du travail surtout, je voulais aborder cette question, du des revendications, parce qu'en fait, si les midinettes sont associées à l'idée de travail, à l'idée de mode, à l'idée de couture, heu, c'est important de aussi savoir elles sont parmi les premières en tout cas, elles ont été très tôt mobilisées pour défendre leurs droits et pour demander une meilleure protection, sociale. Hem, le travail qu'elles font dans les ateliers est majoritairement décrit comme mécanique et répétitif, et qu'en fait, même si c'est la mode, même si c'est la création, la créativité, en fait, même si elles ont été formées et elles ont des compétences originales et puis, des compétences, heu, oui, qu'elles ont affinées au fil de leur carrière. On tous disent, que voilà, que leur travail n'est pas des plus valorisants, parce que, elles s'adonnent, la presse notamment, à un travail mécanique et uniforme, similaire à celui d'hier et à celui de demain, à une tâche répétitive qui les rend servantes de la mode et de l'industrie. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est vraiment 2 mondes différents. La mode qui se heurte au monde vraiment du travail, de la tâche mécanique, de la machine de couture qu'on a juste à actionner. Et étant donné qu'au début du 20e siècle, la presse est de plus en plus, hem, heu, est de plus en plus nombreux, les journaux sont de plus en plus nombreux à faire écho de cette question du travail mécanique, répétitif, fatigant, physiquement fatigant pour les ouvrières. Étant donné cela, on s'aperçoit que de nombreux ouvrages, articles, ouvrages, souvent catholiques, des ouvrages à la fois moralistes et pédagogiques, sont publiés pour dénoncer, ces conditions de travail et surtout pour prévenir les dangers, de cette condition ouvrière. Notamment en 1902, la Ligue sociale d'acheteurs dresse une étude minutieuse sur le travail des ouvrières de la couture, en évoquant la dureté de leur métier et en proposant des améliorations. En 1922, 20 ans plus tard, la revue La vie au patronage, organe catholique des œuvres de jeunesse, dispense les mêmes conseils et mêmes recommandations pour une éducation intégrale de la jeune ouvrière. Regrettant le rythme de vie des travailleuses, obligées de trotter toute la journée, à tel point que certains leur donnent le surnom de trottins, le journaliste évoque, je le cite, la difficulté de leur métier qui doit concilier attention, minutie, savoir-faire, agilité, dextérité, souplesse et même féerie des doigts, et le peu de reconnaissance qu'elles ont en échange. Le journaliste demande que les couturiers leur octroient de meilleures conditions de travail, davantage de pauses et que les clientes leur soient plus reconnaissantes. Donc, il y a énormément d'articles et de livres dessus. Parallèlement à cette mobilisation de certains organes de presse ou certaines ligues, certaines associations, les midinettes elles-mêmes vont prendre à bras-le-corps ce projet de changer leurs conditions de travail, et on les voit à plusieurs reprises descendre dans la rue pour
réclamaient une amélioration de leur mode de vie et de leurs pratiques professionnelles. La plus importante, pour ne pas être trop en retard, la grève de la couture de mai 1917, en pleine guerre mondiale. On est en pleine guerre mondiale et au début du conflit, les couturières, pour l'effort de guerre, ont accepté de voir leur salaire diminuer. Il s'agit de soutenir la France, de soutenir la mode, qui est la deuxième industrie la plus exportatrice à l'époque. Il faut vraiment contribuer à l'effort de guerre français. C'est un peu la seule solution qu'elles aient pour y contribuer. Donc, elles acceptent une diminution de leur salaire. Mais en 1917, en fait, elles s'aperçoivent, certaines couturières s'aperçoivent en fait que la couture parisienne, qui n'a jamais cessé de produire depuis le début de la guerre, cette couture parisienne a retrouvé son niveau d'avant-guerre, ou presque, qu'elle exporte à nouveau, et qu'en fin de compte, les maisons de couture vont très bien, et que les clientes, surtout américaines, dépensent beaucoup d'argent pour la couture, et que les robes sont très onéreuses. Et elles ne comprennent pas pourquoi elles ont toujours un salaire très bas, alors que en fait, elles travaillent pour des robes qui coûtent des centaines de francs et qu'elles travaillent pour une industrie qui fait beaucoup d'argent. Cette situation explique pourquoi 180 petites mains de la maison de Jenny, qui est une maison de couture, vont descendre dans la rue et vont se réunir place Vendôme, comme vous pouvez voir ici, pour réclamer la semaine anglaise, c'est-à-dire un samedi après-midi et un dimanche de repos, ainsi qu'une augmentation de salaire. Elle réclame 1 franc pour la couturière et 50 centimes pour les apprentis. Donc les midinettes, comme vous le voyez sur ces quelques photos, elles ont plutôt le sourire. Elles le font plutôt dans un esprit assez pacifique. C'est la première grève de la mode. C'est la première fois qu'on a une grève qui émane du milieu de la mode, et c'est une manifestation qui n'est pas féministe et qui ne réclame pas la fin de la guerre. Donc, en fait, cette manifestation, elle va plutôt être bien acceptée par la presse et par les hommes, car elles ne veulent pas plus de droits, les femmes ne veulent pas elles ne veulent pas des choses qui ne soient pas justifiées. Ce qu'elles demandent, c'est juste d'être rémunérées à la hauteur de leur travail. Donc, ces petites mains de la maison de Jenny sont ensuite, le même jour, sont rejoints par les ouvrières de la maison Chéruit, puis par la plupart des ouvriers des maisons de couture. Donc, on a vraiment un mouvement qui va s'amplifier, parce qu'à la fin du mois de mai, les ouvrières de 31 entreprises de la mode, du textile et de la fourrure sont en grève. Elles sont ensuite rejointes par celles de 71 entreprises parisiennes hors du milieu de la mode. Donc, en fait, on a un mai 68 avant l'heure, et on a vraiment une grève qui va prendre énormément d'ampleur. Les ouvrières, elles obtiennent gain de cause après 11 jours de mobilisation. Et le 7 juin 1917, le Sénat adopte la loi du 29 mai sur l'augmentation de leur salaire. En janvier 1918, les midinettes en fait, vont redemander une augmentation de salaire en raison de l'inflation. Cela va conduire à la mise en place d'un salaire minimum. En 1919, une nouvelle grève va être conduite. Pardon, ça c'est encore une image de 1917 pour vous montrer vraiment l'ampleur du mouvement et la participation active des femmes. En 1919, une nouvelle grève va être conduite par les midinettes pour demander la journée à 8 heures de travail. Et c'est une demande, elles obtiennent à nouveau gain de cause pour cette journée à 8 heures de travail. Au printemps 1923, à nouveau, les midinettes vont descendre dans la rue et elles vont battre le pavé pendant plus d'1 mois pour à nouveau demander une augmentation de salaire. La bataille avec le patronat s'ouvre le 28 mars et il commence avec les employés des grands magasins de la Belle Jardinière, puis du Printemps, qui réclament une hausse de salaire. Et en fait, on passe des vendeuses aux midinettes. Les actrices de la grève sont d'abord les vendeuses des grands magasins et les ouvrières des grands magasins, avant d'être à la fin du mois le mouvement, la bataille des cousettes. Et on voit dans la presse comment les journaux parlent à la fin du mois des cousettes et de la bataille des cousettes. L'humanité, comme je vous avais dit, va vraiment être à l'avant-garde, va vraiment être très attentif à ce mouvement-là et va refléter tous les jours la progression du mouvement
de cette grève sous le titre « La bataille du textile ». Et le journal, c'est vraiment intéressant parce qu'il va relater les attitudes des ouvrières, mais aussi des couturiers, leur attitude très paternaliste, menaçante, affective. Il va relater les brutalités policières à l'égard des femmes qui manifestent, ou aussi la solidarité qui va se mettre qui va se développer à l'égard des femmes. Donc on a voilà, un peu toujours la même visuelle de ces femmes qui sont souriantes, qui se battent et qui pensent avoir raison de se battre, et donc qui sont plutôt souriantes dans la rue. Et c'est surtout pour nous aussi une occasion de voir la mode, à quoi ressemblait réellement la mode, pas forcément la mode des plus riches, mais aussi la mode des ouvrières. Donc, on pourrait croire que... alors, attendez, que je me trompe. Non, il faut juste que je rajoute une chose là-dessus. Donc, on a cette grève qui est relatée par l'Humanité, qui va aussi, pardon, j'ai oublié, relatée par d'autres journaux, par l'Avenir, par exemple, qui va, là encore, quotidiennement expliquer ce qui se passe pour essayer pour montrer comment aussi les femmes sont mal jugées par la police et par certains hommes dans la rue. Et l'Humanité se croit même obligée de justifier et de défendre l'attaque du quotidien L'Avenir. L'Avenir, le 17 avril, il écrit « Tant que les midinettes riront », comme vous pouvez le voir ici, on ne nous fera pas croire qu'elles ont faim. Et l'Humanité se croit obligée de justifier et de répondre à cette attaque en écrivant un article « Mise soignée, alimentation négligée », où on lit « Elles savent, nos midinettes, comment elles sont accueillies quand elles se présentent à l'embauchage avec une tenue tant soit peu négligée. Elles doivent cacher leur misère sous un accoutrement chic, quitte à se contenter, en fait de repas, d'un casse-croûte sommaire et d'une tasse de mauvais café. Que reste-t-il aux premières mains de leurs 108 francs par semaine, tarif de 1920, quand elles ont payé la modeste chambre, le chauffage, l'éclairage et l'alimentation ?» Donc, on a vraiment aussi un combat entre la presse de droite et de gauche, et les journaux se répondent comme ça, et c'est aussi pour nous une vraie source d'information pour comprendre ce qui se passe au quotidien. Peu de couturiers vont finalement céder à la pression. Jean Patou, lui, est peut-être le seul à céder à la pression des midinettes. Le 22 avril, il accepte les revendications salariales de son personnel, revues à la baisse par les grévistes le 17 avril. Les grévistes demandent finalement 140 francs pour les premières d'atelier, et 108 francs pour les secondes, et 75 pour les petites mains. Donc Jean Patou, il va accepter finalement. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est là que c'est intéressant, où les couturiers vont se positionner de manière très différente. La plupart des autres couturiers vont s'enliser dans leur refus de donner satisfaction aux couturières. Monsieur Gaston, de la maison Philippe et Gaston, lui, va être pris en flagrant délit de séduction. Il essaye de faire entrer les ouvrières les plus naïves, les moins expérimentées dans la maison de couture, celles qui n'ont pas fait la grève de 1917 et qui ne savent pas vraiment qu'on peut avoir gain de cause. Donc, il va essayer de les retenir dans l'atelier pour pas qu'elles aillent dans la rue, et il va vraiment essayer de les convaincre que les manifestations n'aboutissent à rien. Le directeur de la maison Paquin, lui, monsieur Clément, lui, il propose carrément de fermer les ateliers et de mettre ainsi au chômage l'ensemble des ouvrières. Donc, en fait, il les menace que si elles ne viennent pas au travail, si elles vont manifester, elles sont mises au chômage et elles perdent leur travail, et que d'autres ouvrières seront recrutées à leur place. Donc, on a des réactions complètement différentes. Et on a une autre réaction qui est un peu inclassable. On a Madeleine Vionnet, donc une autre couturière importante de la période, qui, elle, va proposer, quelques mois après la grève, une nouvelle configuration de sa maison. Une configuration, dit-elle, qui prendrait en compte le bien-être de son personnel. Donc, elle est plutôt dans l'idée, en fait, c'est un peu l'ergonomie avant l'heure, elle va penser sa maison pour accueillir ses ouvrières, pour qu'elles se sentent mieux au quotidien. Donc, le 5 juin 1923, pardon, je n'ai pas trouvé d'image de cet événement. Le 5 juin 1923, Vionnet va dévoiler sa nouvelle installation au 50 avenue Montaigne. Vionnet fait aménager son atelier au cœur de la maison de couture, et c'est une installation modèle étudiée pour le bien-être et l'hygiène des ouvrières. On lit « Du sous-sol à la terrasse, rien n'a été négligé en vue de ce but. Atelier spacieux, merveilleusement aéré et chauffé, coquet vestiaire, magnifique lavabo, superbe salle à manger aux tables chauffées par l'électricité, immense cuisine, combien appétissante, sans oublier les salles aménagées pour les consultations médicales et même chirurgicales. » Donc, on a vraiment cette idée de on va
c'est pas seulement une augmentation de salaire qu'il faut, c'est un meilleur environnement de travail, une meilleure considération des corps et des esprits. Donc, on a cette idée que voilà, Vionnet les a entendus et va offrir un meilleur endroit et une meilleure, oui, une meilleure condition de travail à ses employés. En même temps, on s'aperçoit aussi très vite, dans le même temps, que si Vionnet fait figure de patronne peut-être révolutionnaire, portée par un esprit syndical peu commun à l'époque, son innovante installation ou son mis en œuvre de nouveaux principes d'organisation du travail n'en demeure pas moins le meilleur moyen d'accroître la production. Donc oui, certes, c'est offrir de meilleures conditions de travail aux ouvrières, mais c'est aussi un moyen pour que les ouvrières produisent plus avec le même salaire. Donc c'est une question, c'est voilà, est-ce que ça a été, vu qu'on a très peu d'archives pour documenter ça, la question est ouverte. Est-ce que c'est vraiment dans une perspective sociale que cette maison a été ouverte ou est-ce que c'est plutôt dans une optique de rationaliser la protection? L'installation, juste pour quelques détails, elle est dotée d'un immense ascenseur destiné aux midinettes afin de leur éviter la fatigue des étages. Donc la midinette n'aurait plus à courir dans la maison, mais pourrait rester dans la même salle et donc produire plus et plus vite. La maison a des téléphones dans chacun des ateliers qui rendent la tâche moins pénible au trottin et autres sautes-ruisseaux et abrègent les manutentions. Donc voilà, énormément de questions qu'on peut poser, mais en tout cas des acquis et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de se demander pourquoi elle a fait ça, quel est vraiment le but. De manière générale, mais je vais aller rapidement dessus, d'autres couturiers à la même époque essaient de proposer un peu de porter une attention particulière aux loisirs et au repos de leurs ouvrières. On sait par exemple que la maison Paquin, elle va accorder des congés payés à ses employés avant même que cet avantage n'apparaisse dans les conventions collectives. La coopérative de la maison Paquin met à disposition de ses 2700 employés une maison au Touquet dans les années 20 et 30, dans laquelle les moins argentés peuvent prendre leurs vacances. De même, Jean Patou envoie ses ouvrières au bord de la mer, en Bretagne, tandis que Jeanne Lanvin, elle envoie ses ouvrières dans un chalet en Suisse. On a aussi l'exemple de Chanel, qui va à Biarritz, qui envoie ses ouvrières à Biarritz. Donc voilà, des idées de proposer plus d'aide, plus d'encadrement. En même temps, il y a aussi la grande question du paternalisme, parce qu'il y a aussi cette relation où les ouvrières sont toujours vues comme des mineurs qu'il faut encadrer, qu'il faut emmener en vacances, qu'il faut protéger. Et quand elles vont en vacances avec leurs employés ou des femmes qui sont là pour les encadrer, il y a aussi un espèce de paternalisme. Elles sont toujours la mineure de quelqu'un, toujours encadrées et toujours en fait à être surveillées. Donc oui, c'est plus de liberté, mais il y a aussi cette idée de paternalisme peut-être un peu trop prégnant. Donc, j'ai fait une parenthèse sur ces acquis un peu sociaux, mais si on revient aux grèves, on s'aperçoit en fait que la grève de 23 est loin d'être la dernière. Au lendemain du krach boursier de 1929, la mode est touchée, les industries du luxe sont touchées. Au 1er octobre 1930, 17 maisons de couture sont en faillite, 3 sont en liquidation judiciaire. Pour sauver leur maison, les couturiers et couturières vont licencier beaucoup d'employés, vont baisser les salaires. On note 3 baisses entre 1930 et 1936. Et certaines vont instaurer la rémunération à la pièce. Donc, l'ouvrière n'est payée que pour le travail exécuté. Elle n'est plus payée à l'heure, plus payée à la journée, mais pour le nombre de chapeaux, robes qu'elle va exécuter. 12 ans après leur dernière grande grève, donc le sort des midinettes est loin d'être réglé. Et en mai 1935, 4000 d'entre elles protestent à nouveau dans les rues de Paris pour obtenir une augmentation de salaire et plus précisément la rémunération du samedi chômé. On a ces quelques images encore de ces midinettes qui vont en assemblée celles-ci, elles ont été licenciées, donc elles se réunissent pour trouver une solution. D'autres défilent dans la rue et vous voyez, elles font écho à la grève de 1917 qui est la plus importante, la plus connue, la plus médiatique. Et c'est des femmes qui, pour la plupart, ont connu 1917 et donc voilà, montrent que depuis 1917, rien n'a vraiment évolué. On a quelques exemples. On a Jeanne Lanvin qui est contrainte d'empêcher la sortie de ses ouvrières pour l'heure du déjeuner afin de retenir les fidèles dans ses ateliers. Pour les empêcher d'aller manifester, elle leur interdit d'aller manger dehors, elle leur impose de manger dans la cuisine de l'atelier. Dans le cas de la maison Lucien Lelong, on a tout le personnel de Lelong,
les hommes surtout, qui vont scander, qui vont empêcher les ouvrières de rejoindre le mouvement. Et donc, on a vraiment cette idée voilà, qu'il y a un blocage des maisons, qu'elles ne peuvent pas rejoindre le mouvement. Les accords de Matignon de juin 1936 vont permettre de réévaluer les salaires par le biais d'accords syndicaux. Et le 1er août 1937, les salaires augmentent de 8%. À titre d'exemple, mais je sais que c'est peut-être un peu abstrait, mais une première main touche désormais 247 francs par semaine, une seconde main 185 francs et une petite main 125 francs. Donc on a voilà, des décennies qui se passent et en fait à peu près les mêmes problèmes, les mêmes manifestations et des femmes, mais quand même on a cette permanence aussi des femmes très actives qui descendent dans la rue pour défendre leurs droits. Et je voulais terminer par cette image, même si elle est très, très contemporaine, mais parce que voilà, que conclure de ça moi, de manière personnelle, je suis au début de mes recherches, donc je ne pense pas avoir beaucoup assez d'éléments pour conclure là-dessus aujourd'hui, mais le parallèle qu'on pourrait faire, c'est voilà, ces manifestations qu'on a en 1917, en 1923, en 1936 font vraiment écho à ces manifestations qu'il y a régulièrement au Bangladesh, régulièrement dans d'autres pays d'Asie où est fait la fast fashion, et plus largement, même si on ne parle pas forcément de salaire, parce que c'est très compliqué à savoir, mais on a aussi cette grande question, pourquoi aujourd'hui on met davantage de lumière sur les grandes figures, les couturiers, et moins sur les ouvrières. Pourquoi, comme je vous montrais au début, on parle beaucoup plus de Maria Grazia Curie ou Karl Lagerfeld et beaucoup moins des gens qui derrière font les vêtements qu'on porte. Donc c'est une question un peu qui est vraiment liée toujours à cette histoire de soft power, je pense, et à cette idée qu'il faut montrer que ce qui brille et pas vraiment ce qui est de l'ordre du travail. Mais je ne sais pas si la situation changera vraiment, mais en tout cas, d'un point de vue historique, le parallèle est quand même très, très flagrant. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette petite histoire des femmes de l'ombre de la couture. Mais merci beaucoup à vous, Sophie Kurkdjian. Alors, je ne sais pas si vous pouvez me voir. Peut-être vous pouvez peut-être ne plus partager votre écran comme Oui. ça. Alors, et donc, on va pouvoir passer, merci beaucoup, aux questions. Si jamais les personnes qui ont assisté à cette passionnante conférence souhaitent poser des questions, ils peuvent le faire, bien entendu, en ligne, en écrivant un commentaire. Peut-être sur une question sur l'évolution justement du nombre de ces petites mains, de ces ouvrières au cours du temps. Vous rappeliez que, je crois, fin 19e, une maison comme Lanvin, c'était une centaine peut-être de personnes, enfin de petites mains qui travaillaient. Dans les années 20-30, je ne sais pas, je crois que pour des maisons comme Jean Patou ou Lucien Lelon, c'est plutôt de l'ordre de 1200, 1300 ouvrières, c'est ça? Je ne sais Oui. pas si je me trompe. Aujourd'hui, actuellement, une grande maison, qu'est-ce que ça représente finalement à Paris comme nombre de Ouais. personnes qui travailleraient dans les ateliers pour les grands noms de la haute couture? Ouais. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement. La seule chose, je pense, c'est qu'il y a moins de monde, étant donné que la couture a vu ses clientes diminuer énormément et qu'aujourd'hui, il y a très, très peu de clientes par rapport aux clientes au début du siècle. Donc, je pense qu'il y a notamment beaucoup moins d'ouvrières. Euh, Aussi parce que c'est une question de formation et qu'il y a une grande question aujourd'hui, c'est que les salaires ne sont pas forcément très élevés, mais il faut 7 ans au moins pour être peut-être entré dans une maison de couture. Donc, ça attire peut-être moins de monde qu'avant parce que les salaires ne sont pas élevés, mais c'est un dur travail, comme on l'a vu, c'est être sur son aiguille toute la journée. Donc, à l'opposé de nous, ce qu'on fait derrière nos écrans d'ordinateur, ça attire moins de personnes. Là où il y a le plus de monde, c'est les ouvrières de la fast fashion qui sont maintenant délocalisées en Asie et aussi en Europe. Mais malheureusement, je suis désolée, je pourrais pas vous. J'ai peur de dire une bêtise en vous donnant un nombre sur Il y a les pas de- ouvrières de la couture.
En revanche, il y a quelque chose qui est assez intéressant et que vous rappeliez dans votre dernier livre, c'est que la mode, enfin les maisons de couture en France sont organisées, notamment par une chambre syndicale, si je ne me trompe pas. Ouais. Et vous rappeliez qu'il y a une définition quand même assez stricte pour faire partie justement de cette élite de la couture, de maison de haute couture. C'est quoi Oui, ces règles qu'il faut respecter finalement pour rester dans ce cercle-là? oui, et c'est un peu tout le, je sais pas, c'est un coup de génie en 1945, pendant la Seconde Guerre mondiale, pour des raisons vraiment liées à la guerre, où il a fallu que le président de la chambre syndicale protège des maisons de couture face à la mainmise allemande, Hitler voulant déplacer Paris à Berlin. Lucien Lelong, qui dirige la chambre syndicale, doit protéger les maisons parisiennes. Et pour cela, je synthétise un peu, il doit définir des critères pour dire ces maisons-là, elles répondent à ces 5 critères-là, il faut les protéger, et donc il négocie là-dessus. Et donc de ces critères-là va naître les critères qu'on utilise encore aujourd'hui, qui sont officialisés en 1945, et qui font que pour être considéré comme grand couturier, grande couturière, maison de haute couture, il faut remplir ces 5 critères qui ont beaucoup évolué. Donc, je ne pense même pas qu'il y en ait 5 aujourd'hui, mais il faut euh, travailler en France, avoir son atelier en France, il faut travailler avec des métiers d'art, et il faut qu'une certaine quantité euh, des tissus que vous utilisez proviennent de telle entreprise, il faut que vous organisiez votre défilé en France. Donc, les critères sont sur le site de la Fédération de la haute couture si ça vous intéresse, et il faut les remplir. Et si vous ne les remplissez pas, vous ne pouvez pas être considéré comme grand couturier. Et c'est assez un coup de génie, parce que depuis 1945, le mot haute couture est une appellation protégée. Donc, si moi, demain, je veux ouvrir haute couture, Sophie Haute Couture, je ne peux pas. Et ce qui explique pourquoi, dans le monde entier aujourd'hui, les couturiers, enfin, les créateurs viennent à Paris pour demander le label, et c'est pas facile, afin d'être considérés grand couturier. Parce qu'en fait, sans ça, vous faites du prêt-à-porter de luxe, c'est très bien, mais vous n'êtes pas considéré comme grand couturier. Et donc, c'est vrai que ça, c'est depuis 1945 où on a cette réglementation qui n'a pas, enfin, qui a un petit peu bougé, mais dans les grandes lignes, qui n'a pas beaucoup évolué. Merci beaucoup. Alors, une question notamment sur l'aspect province. Alors, on parle de Paris et forcément, c'est l'aspect capital et qui centralise vraiment toute l'activité. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que historiquement, peut-être au 19e, peut-être avant ou peut-être au 20e, est-ce qu'il y a eu des essais ou d'autres centres de couture importants en France, en dehors Ouais. de Paris? Pas vraiment. En fait, il y a eu d'autres centres importants pour le textile, les Soyeux à Lyon, Bien sûr. par exemple, et là, ça a été vraiment des centres actifs, mais en termes de création, c'est vraiment Paris qui a, qui a été vraiment le catalyseur. Ça a vraiment été la place, mais parce que c'était aussi la place des peintres, des sculpteurs, des photographes modernistes. Et donc, en fait, voilà, c'est plutôt une plateforme où il faut venir pour exister. Et c'est un peu le cas lorsqu'on parle de certaines modes, la mode au Japon, la mode japonaise dans les années 80, même si il y avait des créateurs japonais avec leur propre savoir-faire technique, en fait, ils sont devenus connus quand ils ont été adoubés par Paris, par la Fashion Week parisienne. Et ça, en fait, la province, il y a beaucoup de territoires qui sont totalement oubliés, là encore, où il y a des génération en génération, qui ont travaillé la laine, qui ont travaillé le feutre, etc., le lin. Et c'est vraiment des territoires entiers, des familles, des entreprises qui ont été complètement oubliées, mais ça a toujours été des gens qui ont pourvu Paris en matière première, en fait. Très bien. Alors, une question de Nadia Legendre, que je pense que vous connaissez, Oui, qui vous demande, bonjour Nadia. as-tu croisé dans tes recherches l'embauche d'ouvrières issues de l'immigration, référence à une exposition du musée de l'immigration? De quel pays arrivait-elle? Quelle année? Ou bien ce métier serait exclusivement réservé à des ouvrières françaises? Oui, et ben Nadia, tu me permets de parler de quelque chose que je voulais absolument évoquer, mais que je n'ai pas eu le temps, parce que pour moi, c'est trop important pour le survoler. En effet, il y a énormément d'ouvriers immigrés, femmes et hommes, principalement dans la confection. Et Nancy Green a écrit un livre incroyable sur cette question. Elle a comparé New York et Paris fin 19e, début 20e, et elle montre en fait comment le prêt-à-porter français et le prêt-à-porter américain se développent
grâce et quasiment seulement grâce aux immigrés. Alors, il y a énormément de vagues différentes de la fin du 19e à même aujourd'hui. Et on est passé plutôt de l'Europe de l'Est à l'Asie. Et aujourd'hui, on est plutôt des vagues africaines, d'immigration africaine. Donc, on a vraiment une histoire de l'immigration dans la mode qui est très, très riche, et notamment dans le sentier. Et donc, plusieurs vagues. Et donc, on pourrait... tu demandais des noms, mais il y a énormément d'Italiens, de Polonais, d'Arméniens, de Russes. Il y a aussi les Juifs qui suivent, parce qu'en fait, la plupart viennent parce ils fuient des crises économiques, politiques, des génocides dans le cas des Arméniens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a quand même dans la couture, haute couture. C'est plus compliqué à déceler. Moi, pour l'instant, je suis sur une piste parce que, bon, pour ceux qui enfin, mon nom explique beaucoup pourquoi j'ai choisi ça, mais moi, je travaille beaucoup sur les ouvrières arméniennes et les ouvriers. Et donc là, je suis sur des pistes d'ouvrières arméniennes qui ont fui le génocide de 1915, et notamment une qui a intégré Schiaparelli et qui a plus qu'intégré Schiaparelli. C'est même elle qui aurait donné l'idée du sweater avec le gros nœud à Elsa Schiaparelli. Elsa Schiaparelli en parle dans sa biographie. Et moi, là, j'essaie de retracer le parcours de cette femme avec ses descendants. Et en fait, on a vraiment, pour le coup, un transfert culturel, un transfert de technique d'une immigrée arménienne qui connaissait le tricot, parce que là-bas, il y a aussi ce savoir-faire du tricot, et qui va le transférer à Schiaparelli à Paris. Après, je pense qu'il y a d'autres cas, mais de manière générale, c'était principalement des Français dans les maisons de couture. Donc, c'est plutôt dans la confection qu'il y a les immigrés. Mais je pense que c'est aussi parce que la couture était tellement prestigieuse que les ouvrières devaient parler français, ce qui n'était pas forcément le cas dans la confection. Et pour le livre sur les immigrés, je vois dans le chat, c'est Nancy Green qui a fait un livre. Je vais juste noter le livre. Nancy Green, EHES. J'ai oublié quand elle l'a écrit, mais c'est incroyable. Enfin, voilà, il faut commencer par là, je pense. Et le plus dur, en fait, c'est ça, c'est de faire la micro-histoire et de retracer ces parcours parce qu'ils ont été complètement oubliés, et il faut vraiment, je pense, à trouver les descendants et leur dire que c'est important que leurs parents ont travaillé dans des maisons ou dans des ateliers. Et notamment, il y avait une exposition Fashion Mix dont Nadia parlait qui retraçait ça, différents parcours jusqu'à aujourd'hui dans la couture. Très bien, alors il y a plein de questions, donc on va essayer de les passer en revue toutes. À quoi reconnaît-on que les femmes représentées sur les étiquettes et autres supports sont des milinettes? Donc peut-être par rapport aux photos, aux illustrations qu'on a vues tout à l'heure, est-ce qu'il y avait une forme de... Alors, le chapeau, c'est un vrai indice. Le chapeau, la boîte à chapeau, et je pense que c'est les seuls éléments qui peuvent les reconnaître. Après, non, je pense que... Parce qu'elles suivent quand même beaucoup la mode. On dit qu'elles suivent beaucoup la mode, qu'elles sont très élégantes, et que comme elles ont des skills techniques, Ouais. elles savent recouper, faire leur mode. Excusez-moi, j'enseignais en anglais juste avant, c'est pas du tout du snobisme. Et donc, du coup, elles savent faire ça. Mais sinon, je pense que vraiment, je pense vraiment qu'on ne peut pas trop les reconnaître à part leur boîte à chapeau et leur chapeau. Sur la question les petites mains, les couturières, sont-elles bien payées ou mal payées? Bon, vous y avez un peu répondu tout à l'heure. Voilà, ça reste, j'imagine, quelque chose, un travail pas forcément bien payé, même s'il y a une hiérarchisation, vous disiez aussi dans les ateliers. Ouais. Oui, il y a une hiérarchisation, et quand même, bon, la première d'atelier gagne plus que la seconde et plus que la midinette. Et elles obtiennent des augmentations de salaire, mais c'est vrai qu'en fait, ça reste toujours bas par rapport à ce qu'elles fabriquent. Mais je pense que c'est le cas encore aujourd'hui quand elles passent Qu'elles 40, développent. et 40 heures sur une robe qui va valoir je ne sais pas combien après, alors qu'elles ont des salaires assez basiques. Et je pense que c'est ça qui explique aujourd'hui que peu de gens veulent continuer à travailler dedans. Autre question, les ouvrières en 1936 étaient-elles syndiquées? Alors oui, ça c'est une grande question qui n'est pas forcément facile à, à comprendre. Je ne saurais pas dire pour l'instant. J'ai contacté les syndicats et il y a très peu de traces, mais certaines étaient syndiquées. Ça, c'est sûr. Mais pour l'instant, j'ai du mal on a du mal à savoir où et comment. D'accord.
autre question aussi sur l'organisation et les délocalisations, donc forcément en résonance avec aujourd'hui. Les maisons de couture font-elles exécuter des travaux d'aiguille par des sous-traitants? Donc on rappelait qu'il y avait une forme d'organisation finalement, en France en tout cas, des maisons de haute couture qui doivent conserver un savoir-faire et une production en France. Mais est-ce que, j'imagine que ça doit être le cas, est-ce qu'on certains couturiers font Ouais, quand même travailler, ouais. font exporter Oui, une ben, partie du travail à l'étranger pour la confection? oui, moi j'ai été étonnée d'apprendre il n'y a pas si longtemps que oui, en fin de compte, même dans les grandes marques et qui travaillent avec des artisans d'art, elles externalisent une partie des broderies, par exemple, en Inde. Alors, certaines maisons, en fait, forment des ouvrières en Inde pendant 10 jours, un mois, je ne sais pas combien de temps, leur laissent du travail et ensuite les ouvrières indiennes travaillent sur ces broderies, renvoient les pièces dans la maison de couture parisienne qui contrôle que tout va bien, mais c'est vraiment externalisé. Donc en fait, le Made in France aussi, c'est une question qu'on pourrait interroger parce que tout n'est pas externalisé, loin de là. Il y a quand même un savoir-faire, un Made in France, mais une partie des broderies ou une partie des vêtements qui sont présentés après, durant les semaines de la mode ou dans la presse, oui, une partie est externalisée. De toute façon, ça rejoint, c'est pas propre à la couture, ça rejoint un mode de production qui est global et qui suit souvent ces mêmes filières. Mhm. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions, il y en avait pas mal. Bon, sur une question sur les bénéfices des grandes maisons, les gros émoluments des mannequins vedettes et la faible rémunération des petites mains. Voilà, comment ça s'explique? Ben, malheureusement, c'est Mais là, je conseille un livre euh, de Giulia Montiteri. Je vais peut-être vous le mettre dans le chat. Elle est anthropologue et elle a travaillé sur cet aspect-là, la précarité des gens dans la mode. Euh, et ça rejoint une question que je lis dans le chat et qui est vraiment une très bonne question sur le travail des stagiaires dans les maisons de couture. Et en fait, elle a écrit un livre sur le plus beau métier du monde, qui vient d'être traduit en anglais, où elle a enquêté auprès des photographes de mode, des mannequins, mais pas le photographe qui fait la une de Vogue, un photographe qui débute, un photographe freelance, un mannequin freelance. Et en fait, elle expose dans son livre la précarité de ces gens qui, voilà, je tuerais pour avoir ce job, c'est un peu l'idée qu'on a de la mode, mais en fait, souvent, ils ne sont pas payés. Ah oui, alors elle fait cette campagne de photos, mais elle n'est pas payée, mais c'est bien pour son CV. Et ça rejoint la question qu'il y a dans le chat, Hmm. cette idée que même les stagiaires sont très peu payés, mais c'est aussi le cas, là, vous parlez des maisons de couture, mais dans les musées de mode, par exemple, le nombre de stages qu'on fait, c'est pour la gloire. Et je pense qu'il y a toute cette idée il y a un côté ombre comme ça où la précarité est devenue quand même normalisée, alors qu'à côté, on a bien sûr les photographes, les mannequins qui sont payés des millions. Mais là, ce que je trouve très bien dans le livre de Julia notamment, c'est qu'elle montre que c'est pas forcément... c'est tout dans la mode en fait. Le photographe, le mannequin, l'attaché de presse, les journalistes qui sont vraiment pas assez bien, enfin pas beaucoup payés, les stagiaires, et c'est vraiment une politique de la précarité, et ça, elle en parle beaucoup. Et c'est vraiment. Et en fait, c'est ce que je vous montrais au début, mais avec les photos, il y a le côté ombre et le côté lumière. Et ça, je pense qu'à tous les niveaux, on est vraiment, vraiment en plein dedans. Très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup. Bon, il y avait plein de questions, c'était très intéressant. Je remercie vraiment tout le monde d'avoir Oui, merci participé beaucoup. à cette conférence, à ce chat, et merci à Sophie Kurdian d'avoir vraiment fait la gentillesse de faire cette conférence Non, à merci à vous. distance pour l'Unipop Histoire. Voilà. Donc, je vous Non, souhaite à merci tous, beaucoup. C'était vraiment passionnant de pouvoir parler de ça et que vous m'ayez donné l'opportunité. Merci beaucoup. merci et à très bientôt. Bonne À très soirée. bientôt. Au Au revoir. revoir.